Donc, bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire qui est organisé en partenariat avec la COEP et Promotion Santé Occitanie dans le cadre des Semaines nationales santé sexuelle 2026. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous proposer un petit webinaire d'une heure concernant la prévention des hépatites A et B par la vaccination. Donc nous aurons successivement plusieurs intervenants qui vont pouvoir présenter voilà, ce que sont les hépatites et puis aussi comment on s'en prémunit avec la vaccination. Donc nous aurons le professeur Jean-Marie Perron qui est hépato-gastro-entérologue et qui est surtout coordinateur de la COEP au niveau Bonjour. régional en Occitanie. Bonjour professeur. Et qui est responsable également du service et expert hépatite de Toulouse. Nous aurons également Marilyn Ruffin, qui est infirmière au centre de vaccination du centre hospitalier de Perpignan. Merci Marilyn d'être présente. Nous aurons le docteur Charles Dégara, président du syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne, qui pourra présenter également la partie vaccination et en pharmacie notamment. Donc, moi-même, je suis Karen Asnar, chargée de projet à Promotion Santé Occitanie. Et pour la deuxième année, nous proposons ce webinaire en partenariat, puisque c'était un sujet qui nous tient à cœur. Donc, très rapidement, nous avons proposé une présentation de Promotion Santé Occitanie pour les personnes qui ne connaissent pas notre structure. Et également les semaines nationales santé sexuelle, bien entendu, puisque c'est dans ce cadre-là que nous proposons ce webinaire. Donc, Promotion Santé Occitanie, c'est une structure régionale qui travaille à développer et à aider les partenaires à développer des projets de promotion de la santé, comme son nom l'indique. Nous sommes là pour soutenir les démarches de nos partenaires. C'est pour ça qu'on s'est associé avec la COEP Occitanie pour pouvoir vous proposer ce webinaire. Donc, notre objectif principal par rapport à notre mission, c'est vraiment de travailler sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. C'est pour ça que nous sommes présents également sur l'ensemble de l'Occitanie et que nous proposons euh, voilà, sur l'ensemble de l'Occitanie des appuis méthodaux et des soutiens à nos partenaires. Donc vous avez cette carte-là que vous pouvez retrouver bien entendu sur notre site internet Promotion Santé Occitanie. Voilà l'ensemble de nos missions, donc je ne vais pas détailler, c'est pas forcément l'objet, et puis on va laisser la parole à nos intervenants. Je voulais mettre un petit éclairage sur l'appui méthodologique que nous pouvons vous apporter, puisque l'idée, c'est que sur chaque département, nous sommes là pour pouvoir vous apporter un appui méthodologique et technique pour la mise en place de vos projets et vous aider à mieux développer vos projets en connaissance du partenariat et des dynamiques territoriales. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter les référents de vos départements qui seront là pour pouvoir vous aiguiller et vous soutenir, y compris parfois sur les réponses aux appels à projets si vous souhaitez le faire. Sur tout sujet, y compris bien entendu la thématique santé sexuelle pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Un petit point sur les semaines nationales santé sexuelle. Donc, à partir de cette année, c'est le CORES qui coordonne régionalement le déploiement de la dynamique des semaines nationales santé sexuelle, avec une campagne 2026 du 1er au 14 juin, donc nous y sommes. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans la dynamique régionale, avec un partenariat depuis plusieurs années qui est assez solide et assez intéressant entre la COEP, qui vous sera présenté tout de suite après, et Promotion Santé Occitanie. Voilà. Donc nous sommes très contents de pouvoir prolonger ce partenariat cette année aussi avec la proposition de ce webinaire. Donc là, les semaines nationales santé sexuelle, pour rappel,
ont 4 thèmes privilégiés avec la prévention infectieuse. Donc, on y est sur cette thématique avec ce webinaire d'aujourd'hui. Il y a également la contraception et les grossesses non prévues, les violences, l'emprise, le consentement. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très large au niveau des thématiques. Et les difficultés dans la sexualité. Donc, l'objectif global, c'est de promouvoir la santé sexuelle sur le territoire, donc Occitanie, avec différents moyens, différents outils et avec une communication qui va passer par divers canaux. C'est pour ça que ce webinaire est proposé, puisqu'il avait été très apprécié, notamment l'année dernière, avec voilà, tous les détails qui vont vous être donnés. Donc, je vais laisser la parole au professeur Perron pour la partie coep. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Donc, je vais vous présenter en quelques diapositives ce que c'est que la coep. Donc, la coep, c'est la coordination des hépatites donc d'Occitanie, et elle est constituée de 3 services principaux. Le SMIT du centre hospitalier de Perpignan, qui est dirigé par le docteur Aumaître, et l'animation territoriale, elle est réalisée par Mélissandre Roy. Le CELV du CHU de Montpellier, avec le professeur Pajot, le docteur Metzaros, avec une animation territoriale de Marie-Claude Veil. Et ici à Toulouse, le CELV où je travaille, avec le docteur Sophie Métivier. Et l'animation territoriale est réalisée par David Rollin. Et donc ensuite, il y a la coordination régionale, dont je suis pour l'instant le coordinateur médical. Et puis Marie-Claude Veil, la coordinatrice administrative régionale. Donc voilà un peu comment est organisée la coep. Donc en fait, on fait des actions pendant l'année qui sont assez variées. Vous avez en haut de la diapositive les rencontres territoriales où on délivre de l'information, on rencontre les différents organismes qui participent à la lutte contre les hépatites dans la région. On organise des formations TROD entre les CELV, le SMIT et aussi le CORES. Donc, c'est les formations à la réalisation des TROD et des jeunes experts. Une particularité intéressante, c'est qu'on a des interventions à la carte, c'est-à-dire qu'on fait du hors les murs. C'est-à-dire qu'on va dans des centres où on est susceptible de rencontrer des patients qui sont porteurs d'hépatite, et on va diagnostiquer ces hépatites en faisant les TROD, donc c'est des petits tests sérologiques au doigt. On peut diagnostiquer l'hépatite active en recherchant directement le virus dans le sang. Ça s'appelle c'est le gène expert. Tout ça, c'est hors les murs, c'est-à-dire que le patient n'a pas besoin de venir à l'hôpital pour ça. Et puis, dernière chose, on peut mesurer la fibrose dans le foie avec des examens portatifs qui s'appellent le fibroscan. Et donc, on peut aller sur les sites diagnostiquer des cirrhoses. Ensuite, la coep met à disposition de certains centres des outils pour les dépistages, en particulier des fibroscans. On a notre site qui est un site web qui contient toutes les actualités, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Et ensuite, il y a 2 grandes journées organisées par la coep. Il y a une journée à Toulouse au mois d'avril et une journée à la Grande Motte, donc ça c'est pour Montpellier, au mois de septembre. Donc deux fois. Et les programmes sont à peu près miroirs. Il y a des conférences par des experts et puis il y a beaucoup d'ateliers, donc c'est très pratique, c'est très intéressant. Donc voilà, donc là on va parler de la vaccination et du risque de transmission de 2 virus, le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite B. Alors on a choisi en termes de risque sexuel ces 2 virus-là, justement parce qu'il y a une vaccination et donc on devrait pouvoir cibler des populations pour éviter la transmission de ce virus. Donc je commence par le virus de l'hépatite A. 2 points, il n'y a jamais de forme chronique de l'hépatite A, ce qui différencie de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Et il y a une atteinte uniquement chez les êtres humains, ce qui différencie de l'hépatite E, qui peut se transmettre par l'ingestion d'aliments contaminés par le virus. Dans le monde, c'est 1,5 million de nouveaux cas par an, donc c'est beaucoup de cas d'hépatite A dans le monde. Et en France, j'ai réussi à avoir les derniers chiffres du CNR, c'est 700 infections par le VHA qui sont caractérisées. Alors, le profil type de la personne infectée par le VHA en France, c'est un âge moyen de 30 ans, donc des personnes plutôt jeunes. À titre d'exemple, l'hépatite E, c'est plutôt 50 ans. Et puis, il y a une proportion d'hommes qui est assez importante, c'est aux alentours de 60%
des cas surviennent chez des hommes. Et vous voyez qu'il y a un petit pic en 2017, et j'y reviendrai. Ça, c'est un pic qui est lié à une transmission sexuelle dans des groupes à risque de l'hépatite A. Donc, c'est un virus qui est très stable dans les milieux extérieurs, donc très contagieux. Et le mode de transmission classique, c'est le mode féco-oral. Donc, c'est quelqu'un qui a une infection par l'hépatite A, qui a du virus dans les selles, et le virus qui est dans les selles va être en contact avec soit directement un autre être humain, soit va être dans de l'eau de boisson et va transmettre l'hépatite A. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie des pays en développement, et c'est lié à la contamination de l'eau. Mais le deuxième élément intéressant, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a des types de relations sexuelles qui sont vraiment très permissibles pour la contagiosité de ce virus, et c'est les relations sexuelles oro-anales. Le mode de transmission, il faut savoir que pendant les 15 jours qui précèdent les signes cliniques du patient, il va déjà être contagieux pour les autres patients. Donc ça, c'est un point important, et c'est pour ça qu'il faut réagir très vite. On va parler de la vaccination autour du cas témoin. C'est très important d'aller très vite dans la vaccination des personnes autour du cas témoin. Ensuite, il y a une virémie pendant la phase prodromale, c'est-à-dire que le virus, il va être dans les selles, mais il va être également dans le sang. Et donc, il y a un risque au contact du sang de la personne de transmission du virus, et donc en particulier lors de l'utilisation de drogues intraveineuses. Donc voilà, le sujet principal pour nous, pour l'hépatite A, c'est le risque de transmission lors de rapports sexuels entre hommes. Donc, il y a un groupe à risque qui a été bien défini et qui va avoir besoin d'être vacciné. Vous avez ici, sur ce schéma, les fameux cas décrits en 2017, où en fait, au cours de l'année 2017, il y a de nombreuses épidémies d'hépatite A qui ont été retrouvées en France et qui étaient liées à des événements gays internationaux. Et on a pu mettre en évidence 3 souches spécifiques qui ont été transmises en Europe par ces événements. Et vous voyez les noms des souches. Donc, c'est vraiment une caractérisation franche du risque de transmission et des facteurs de risque de transmission lors des rapports sexuels entre les hommes. Les comportements à risque principaux sont la fréquentation des lieux de rencontre sexuelle, bien sûr les partenaires multiples, les partenaires anonymes et la pratique oro-anale et digito-anale. On comprend bien aussi qu'on peut très bien avoir une transmission hétérosexuelle à partir du moment où on a des pratiques oro-anales et digito-anales. Donc le point essentiel, c'est la vaccination. Donc on a une vaccination qui existe depuis 1992 avec trois types de vaccins. Le plus utilisé, c'est le Avrix. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a 2 injections qui vont être séparées de 6 mois, mais dès la première injection, il y a une très forte efficacité du vaccin, et donc il y a une protection qui est pratiquement de plus de 95% dès la première injection. Donc ça sera très intéressant pour une autre indication du vaccin, c'est lors des voyages. Ça veut dire que même la personne, même une semaine avant son voyage, il peut se faire vacciner, il sera protégé pendant pour son voyage. Donc ça, c'est important. La deuxième dose, c'est plutôt pour l'efficacité au très long terme. Donc c'est intéressant de la faire aussi à partir de 6 mois. Le vaccin a un coût, c'est un coût de 50 € et il est remboursé à 65% par l'assurance maladie, donc ce n'est pas négligeable. Il y a quand même une participation obligatoire du patient, sauf dans 2 cas, les patients qui ont des mucoviscidoses et des patients qui m'intéressent particulièrement puisque je suis hépatologue, c'est les patients qui ont une cirrhose du foie. Donc si vous avez une cirrhose du foie, le remboursement il est à 100%. Et heureusement, il y a des systèmes de contournement et on peut délivrer gratuitement, et Marilyn Ruffin pourra nous en dire plus, le vaccin de l'hépatite A dans les centres Cégide. Donc il y a quand même une possibilité pour les personnes qui sont en situation financière difficile. Alors dans les recommandations pour l'hépatite A, je voudrais juste me focaliser sur une recommandation pour aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes doivent être vaccinés contre le virus de l'hépatite A. Alors le point clé, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on diagnostique une hépatite A. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut réagir très vite. Lorsque vous avez un patient chez qui on diagnostique une hépatite A, il faut absolument rapidement vacciner les personnes de son entourage, c'est-à-dire son conjoint, c'est-à-dire s'il habite en famille, sa famille, et s'il est dans une communauté de vie en situation précaire,
par exemple, camp de Rome, gens du voyage, des situations où parfois l'hygiène pourrait être précaire. Il faut vacciner l'ensemble des personnes de la communauté. Le fait de vacciner très rapidement permet de réduire le risque de transmission du virus et c'est fortement prouvé. Vous voyez, c'est 4% au lieu de 50%. Donc ça, c'est très important. Et pour agir vite, on ne fait pas de sérologie aux personnes qu'on va vacciner. Ce n'est pas la peine, ça fait perdre du temps. On fait une vaccination directe. Il y a des cas de figure où on peut discuter la sérologie avant. C'est en particulier s'il y a un antécédent d'ictère ou si la personne a vécu longtemps dans une zone d'endémie. Mais je crois que le message le plus important, c'est on vaccine. Si vous vaccinez quelqu'un qui a déjà été en contact avec le virus, ben, ce n'est pas grave, hein, vous allez faire monter les anticorps un peu plus, mais il n'y a pas de risque pour le patient. Et si vous oubliez de vacciner quelqu'un qui aurait dû être vacciné, c'est grave parce qu'il peut faire une hépatite A. Deux points importants pour le virus de l'hépatite B. La première, c'est que c'est un virus qui peut donner des formes chroniques d'hépatite, donc l'hépatite B chronique, donc contrairement à l'hépatite A. Deuxièmement, c'est un virus qui peut favoriser le cancer du foie, y compris chez des patients qui n'ont pas de cirrhose. C'est-à-dire que c'est un virus qui directement qui est un virus oncogène, qui peut directement favoriser le cancer du foie. Donc, l'épidémiologie, c'est 254 millions de personnes qui vivent avec une hépatite B chronique en 2022, c'est énorme. C'est 1,2 million de nouvelles infections par an et c'est 820 000 décès par cirrhose ou cancer du foie par an. Donc, c'est quand même, sur le plan de la planète, c'est vraiment un défi de santé publique. En France, la prévalence de l'antigène HBS, c'est-à-dire la prévalence des patients qui ont une hépatite B, c'est de 0,65%. Et surtout, il y en a plus de la moitié qui ne savent pas qu'ils ont une hépatite B. Donc, il y a un problème de dépistage de l'hépatite B en France. Donc, la transmission sexuelle du virus de l'hépatite B, alors là, c'est vraiment un risque très élevé. C'est le virus qui est le plus facile à transmettre par voie sexuelle. Aux États-Unis, c'est la première cause de transmission de l'hépatite B, c'est les rapports sexuels. C'est 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH. Le baiser profond peut transmettre le VHB dans certaines conditions. Donc, des patients qui ont beaucoup de virus qui circulent dans leur sang peuvent transmettre lors d'un baiser profond le virus de l'hépatite B, ce qui est quand même, vous voyez, c'est impossible avec le VIH, par exemple. Donc, c'est vraiment un risque de transmission très important. Et ensuite, tous les rapports sexuels, bouche-sexe, pénétration vaginale, peuvent transmettre le virus très facilement. Et un petit rappel sur les préservatifs, et Charles de Guerra, notre pharmacien, sur cette table ronde, en dira un petit peu plus. Les préservatifs protègent contre le risque de transmission de l'hépatite B, en tout cas en ce qui concerne les rapports sexuels. Donc c'est très important. Donc petite pub pour le préservatif. Ensuite, toute pratique qui peuvent provoquer des saignements, ça favorise d'autant plus le risque de transmission du VHB. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas obligatoire, contrairement au VHC qui se transmet essentiellement lorsqu'il y a des saignements et des blessures lors d'actes sexuels. Et puis, bien sûr, quand on utilise des objets sexuels à plusieurs, des lubrifiants qui servent à plusieurs, il y a un risque de transmission du virus de l'hépatite B. Donc, il faut vacciner les personnes. Alors, la vaccination contre le VHB, on a plusieurs vaccins. Vous avez les vaccins monovalents. Donc, si vous voulez vacciner que contre le virus de l'hépatite B, c'est l'Angérix. Et puis, comme il y a des campagnes de vaccination chez l'enfant, là, on l'utilise dans le cadre d'associations avec d'autres vaccins. Et c'est les vaccins hexavalents, par exemple, où vous avez une vaccination complète. Et c'est vraiment très important. Donc, 3 doses chez l'enfant, 0, 1 et 6 mois. Et chez l'adulte, enfin l'adolescent de plus de 11 ans ou plus, on peut se permettre de vacciner en 2 doses. Alors, c'est un vaccin qui est extrêmement efficace. Par exemple, lorsqu'on a décidé dans les années 98 de vacciner tous les adolescents en France, on a eu une réduction de 84% des cas d'hépatite B dans la tranche d'âge 15-19 ans. Donc, ça veut dire que quand vous vaccinez les personnes, vous prévenez le risque de faire une hépatite B aiguë. Donc, ça, c'est très important. Pareil pour les médecins et les personnels soignants, il y a une obligation de vacciner tout le monde qui a permis d'éradiquer l'hépatite B comme maladie professionnelle dans cette population-là. Donc, c'est un vaccin qui est très efficace. Vous pouvez contrôler l'efficacité si vous le souhaitez en faisant des anticorps anti-HBS. Ce n'est pas une obligation chez tous les vaccinés, mais si vous le faites, et si vous voyez que les anticorps anti-HBS sont supérieurs à 10, la personne est protégée contre le virus de l'hépatite B. Si elle est inférieure à 10, et si elle a été dans sa vie un jour supérieure à 10, c'est pareil, il y a une mémoire
immune qui fait que la personne est protégée. Le seul cas qui peut nous embêter, c'est si d'emblée, les anticorps ne montent pas et restent en dessous de 10. Là, il faut retenter une vaccination pour essayer d'améliorer la réponse. Un point de détail qui n'est pas un point de détail, c'est qu'en vaccinant contre l'hépatite B, vous vaccinez aussi bien sûr contre l'hépatite delta, qui est un virus très dangereux, qui se transmet uniquement chez les personnes qui ont déjà une hépatite B. Donc s'il n'y a pas d'hépatite B, il n'y a pas d'hépatite delta. Et au niveau de la sécurité, juste un point pour vous confirmer que ce vaccin a une très bonne, très efficace et sécure. Et vous avez de nombreuses études qui ont montré qu'il n'y a pas plus de maladies auto-immunes ou de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées contre l'hépatite B. J'ai fait cette petite précision parce qu'il y a eu tout un débat sur le risque de maladies auto-immunes lors de la vaccination de l'hépatite B. Le débat est clos. Toutes les études ont montré qu'il n'y avait pas de surrisque. Alors, juste la cerise sur le gâteau, c'est le premier vaccin contre le cancer. Et je vous montre donc simplement cette étude incroyable taïwanaise qui date un peu, mais qui a montré que lorsque vous vaccinez tous les enfants d'un pays, alors le Taïwan, c'est un pays parfait, c'est-à-dire petit pays, tout le monde la santé est vraiment bien organisée et les gens sont rigoureux, c'est vraiment parfait. Donc, ils ont réussi à vacciner tout le monde et ils ont montré qu'il y avait une diminution, c'est la courbe sur la diapositive qui descend jusqu'en bas, qui montre qu'il n'y a plus de cas de cancer du foie chez les enfants qui étaient vaccinés. Et le schéma juste à côté, c'est en blanc les enfants qui n'ont pas été vaccinés et en noir les enfants qui sont vaccinés. Et vous voyez que, et puis les tranches d'âge qui augmentent sur la droite, et vous voyez que ce vaccin évite la survenue du cancer du foie. Donc, c'est le premier vaccin anti-cancer. Maintenant, il y a l'HPV, il y a d'autres vaccins, mais c'est quand même important. Alors, qui doit être vacciné contre le VHB? Bien sûr, tout le monde. Recommandation de l'OMS, recommandation française, il faut vacciner les enfants tôt dans leur vie et il faut les rattraper à l'adolescence pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Pour ceux qui ne seraient pas vaccinés, toute personne qui a des relations sexuelles multiples doit être vaccinée. Toute personne qui a un antécédent d'IST ou qui vient voir pour une IST, il faut le vacciner. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes doivent être vaccinés. Le conjoint, alors ça c'est extrêmement important, d'une personne qui a une hépatite B doit être vacciné, même s'ils ont des relations uniquement tous les deux. Là c'est sûr, à tous les coups, la personne va être contaminée. Et puis des personnes infectées par le VIH ou le VHC doivent être vaccinées. Voilà, donc j'ai fini pour cette session et je vais donner la parole à Marilyn Ruffin, qui est infirmière au centre hospitalier de Perpignan, dans le centre de vaccination et qui est une experte en termes de vaccination. En particulier, ce qui est très important actuellement, c'est la possibilité maintenant, ça va être le deuxième sujet et le troisième sujet, pour les pharmaciens et les infirmiers de vacciner directement les patients. Marilyn. Merci, professeur Perron. Bonjour à tous. Merci à la COEP et à Promotion Santé Occitanie, voilà, de me permettre d'intervenir sur ce webinaire. Donc voilà, donc on vient de le voir avec le professeur Perron que ces deux virus sont des virus qui représentent voilà, des fléaux en termes d'infection et qu'on a des moyens de prévention qui sont clairement efficaces et qui ont fait leurs preuves depuis des années. Donc voilà, les objectifs aujourd'hui sont clairs, c'est augmenter ces couvertures vaccinales. Donc, les objectifs vont de pair avec l'augmentation des acteurs du coup de la vaccination. Et les infirmiers et les pharmaciens font partie de ces acteurs. Donc, je vais voilà, vous expliquer un petit peu les nouveautés et ce qui va être le cœur de ce webinaire, de savoir comment on peut se faire vacciner, par qui et dans quelles conditions. Donc, je vais me présenter un petit peu la structure dans laquelle je travaille. Donc, je suis infirmière du coup au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Perpignan. Donc, la spécificité de ce service, c'est qu'on a un vrai service de santé publique avec plusieurs actions possibles. Donc, à la fois un CEGID, un centre départemental de vaccination, mais aussi international. Et sur ces différents secteurs, on a la possibilité, depuis 2007, voilà, de sortir des murs de l'hôpital et de vadrouiller un petit peu dans le département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude également, pour aller élargir les champs d'action en santé publique et faire de la prévention auprès des publics les plus vulnérables et surtout les plus à risque de faire des infections.
Donc voilà, donc on coordonne ces actions hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs, pour du coup vacciner, dépister, soigner, traiter et ramener les gens dans les parcours de soins et faire surtout de la prévention. Voilà. Une autre de mes activités récentes fait partie aussi dont je vais vous parler des nouvelles recommandations en lien avec la prescription des vaccins. Et donc voilà, je forme aussi les infirmiers et les pharmaciens à la vaccination pour justement pouvoir prescrire et du coup être un acteur de la prévention. Donc la structure du Cégide, sur l'hôpital de Perpignan, elle se présente ainsi, c'est-à-dire qu'on a une maison mère, on va dire, sur Perpignan, donc sur le centre hospitalier. On a deux antennes, une sur Narbonne et une dans le centre-ville de Perpignan, donc ce qui permet un accès, une proximité avec la population de Perpignan centre-ville qui est quand même particulière. Voilà, on a une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs médecins, d'infirmiers. On a une sage-femme qui vient faire des vacations également sur le CJ tous les vendredis après-midi. On a une infirmière formée en sexologie, donc qui fait des consultations de sexologie aux patients qui le demandent. On a également un assistant social. Voilà, donc qui fait une équipe composée voilà, de plusieurs professionnels pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de santé sexuelle. Donc on propose à la fois du dépistage, on propose également le traitement des IST, la prévention bien sûr, donc qui passe à la fois par la vaccination, comme on va le voir donc, et comme on l'a vu par rapport aux hépatites, mais également pour le VIH en proposant la PrEP et le TPE, qui sont des traitements préventifs pour prévenir l'infection, la contamination par le VIH. Voilà, il n'y a pas que ça. On fait également de l'accompagnement à la sexualité. Donc, voilà, on parle de toutes les problématiques en lien avec la sexualité et on essaye aussi de prévenir ces problématiques en intervenant dans les lycées, dans les collèges, auprès des publics les plus jeunes pour pouvoir faire en sorte que, ils vivent leur sexualité de manière la plus épanouie possible. Et on parle évidemment de contraception puisque ça va de pair avec la sexualité. Donc voilà, donc comme ça c'était pour vous présenter un peu la structure de manière rapide, mais on a vu que donc le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite B sont des virus, comme je l'ai dit, très contagieux, pour lesquels on a des vaccins hyper efficaces. Et donc, qui peut vacciner? Donc, de manière générale, dans les idées qu'on se fait de la vaccination, c'est le médecin qui vaccine, voilà, qui prescrit le vaccin. Jusqu'à présent, le patient va à la pharmacie, récupère son vaccin, puis se fait vacciner par son médecin. Mais les choses changent. Et voilà, l'expérience en vaccination montre que la meilleure façon d'augmenter les couvertures vaccinales, c'est de faire en sorte d'avoir des occasions vaccinales. Et les occasions vaccinales, c'est au contact de tous les professionnels de santé que la personne qui est à risque va rencontrer. Donc, l'objectif était d'élargir les effecteurs de la vaccination. Et pour ce faire, on a un décret qui a vu le jour en août 2023 dont on a été ravis, nous en tout cas au niveau infirmier, de l'apparition de ce décret, qui en fait élargit les compétences vaccinales en lien avec la vaccination pour les infirmiers et les pharmaciens. Petite aparté, les sages-femmes notamment peuvent et pouvaient, avant l'apparition de ce décret, prescrire les vaccins également à leurs patientes, mais également à l'entourage de leurs patientes et aussi aux enfants qu'elles pouvaient voir dans le cadre de leurs fonctions. Donc ça a été vraiment une avancée, donc ce décret, pour pouvoir faire en sorte que ces deux professions, donc infirmiers et pharmaciens, puissent prescrire les vaccins, et on va voir dans quelles conditions. Et à la fois donc l'administration de ces vaccins, mais également le produit. Donc c'est une vraie avancée, puisque du coup, ça multiplie les occasions de vacciner. Et c'est en ça que c'est tout l'objectif de ce décret. Donc, la spécificité, c'est qu'il faut que pour pouvoir avoir accès à cette prescription, il faut faire une formation qualifiante
pour la prescription des vaccins. Donc, elle est de 10h30 pour les infirmiers qui sont déjà diplômés et en poste, de 17h30 pour les pharmaciens et les étudiants infirmiers dans le cadre de leur formation initiale. Alors, elle est moins longue pour les infirmiers déjà diplômés, tout simplement parce qu'il n'y a pas le module administration du vaccin qui est inclus en fait dans la formation infirmière initiale. Voilà, les pharmaciens ont en plus un module d'administration à valider pour pouvoir prescrire et du coup administrer les vaccins. Et c'est tout l'intérêt de ce décret. Voilà. Une fois cette formation réalisée, donc soit par donc c'est une formation DPC qui est souvent dispensée soit par des organismes privés, soit en fonction de l'objectif de la structure. Par exemple, sur les centres hospitaliers, nous sur Perpignan, ben, c'est organisé au sein même de l'hôpital pour que tous les infirmiers de l'hôpital puissent être formés et également c'est ouvert à l'extérieur. Donc voilà comment ça peut se passer. Donc une fois qu'on a réalisé cette formation, on doit déclarer auprès des ordres nationaux, donc à la fois pharmaciens et infirmiers, ben, cette nouvelle compétence. Et c'est cette déclaration au niveau de l'ordre qui valide la compétence et qui permet, grâce à son numéro RPPS, de prescrire les vaccins. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est réglementé, évidemment, c'est un décret. Donc, il y a, avec la formation qui est dispensée, il y a comment dire, un cadrage par rapport à cette prescription qui est le suivant, voilà, est tout à fait en lien avec la pratique vaccinale. Donc, là, pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne peut prescrire qu'aux enfants enfin, qu'à partir de 11 ans, donc pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Alors, je mets une petite parenthèse parce que je sais que le décret est en train d'être révisé actuellement pour éventuellement ouvrir cet accès à la prescription aux plus de 6 ans, notamment pour les infirmières qui travaillent voilà, auprès des jeunes enfants et qui pourraient aussi pouvoir faire des mises à jour dans ce contexte-là. Ensuite, voilà, c'est une compétence qui est possible pour tous les vaccins, que ce soit les vaccins vivants, atténués ou les vaccins inactivés. Donc, tous les vaccins du calendrier vaccinal français sont concernés par ce décret, ce qui permet quand même, voilà, de pouvoir réaliser des mises à jour vaccinales pour tous les publics, que ce soit les publics immunodéprimés ou les publics immunocompétents, les publics à risque, voilà, les seniors, voilà, les ados, tous les publics qui sont concernés par les mises à jour vaccinales. Et les facteurs d'orientation à une consultation médicale sont les suivants. Donc, c'est les antécédents de choc anaphylactique post-vaccinaux. Donc, c'est bien post-vaccinaux, hein, c'est pas antécédents de choc anaphylactique suite voilà, à un autre produit, mais c'est vraiment post-vaccin. Donc là, pour le coup, on va plutôt laisser un médecin prendre la décision de prescription. Pour les personnes primo-arrivantes en France, parce qu'il y a des petites spécificités par rapport à certains schémas vaccinaux qui auraient été faits sur d'autres pays qui peuvent être un petit peu compliqués. Donc là, voilà, ça fait partie des facteurs d'orientation vers une consultation spécialisée. Et ensuite, il y a cette notion qui, pour moi, voilà, est un peu pas forcément à prendre en compte particulièrement parce qu'il y a écrit les carnets incompréhensibles. Alors, à savoir que la plupart du temps, il n'y a pas de carnet. Le carnet, malheureusement, fait partie de ces outils en vaccination qui est souvent perdu, égaré. Donc, on fait sans et c'est très bien. Il n'y a pas de souci. On peut tout à fait vacciner sans carnet de vaccination. On espère, dans les prochaines années, avoir la possibilité d'avoir un carnet électronique qui puisse être lu et conservé par tous les professionnels de santé. Là, ce n'est pas encore le cas. On commence à avoir les prémices avec le dossier médical partagé via mon espace santé, ce qui est un bon début puisqu'on c'est très prometteur. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, on n'a pas ça de manière optimale, donc on fait la plupart du temps sans carnet. Et comme le disait le professeur Perron, il n'y a pas de problématique à revacciner si on a un doute. Au pire, c'est fait par excès et ça pose aucun souci. Mais il vaut mieux le faire que ne pas le faire et laisser quelqu'un sans immunité par rapport à une maladie infectieuse. Donc, comment ça se passe rapidement dans notre structure? Parce que comme on l'a dit, voilà, il y a différents types de structures. Il y a les infirmiers, les pharmaciens vont être formés, vont avoir cette compétence à vacciner.
Et la spécificité de la vaccination en Cégide, comme on l'a dit, c'est que la vaccination, elle va avoir un accès gratuit, c'est-à-dire avec voilà, une indication bien sûr, mais le patient n'aura rien à débourser pour avoir accès au vaccin. Donc là, pour le coup, par rapport au Cégide, c'est les vaccins plutôt à visée santé sexuelle. Donc hépatite A, hépatite B font partie de la liste des vaccins à visée santé sexuelle. Donc voilà, donc nous, sur notre structure, on a des IDE qui sont formés évidemment à cette prescription, qui ont la compétence. Sur place, on a tous les vaccins, on a des frigos qui ont la mise à disposition de tous ces vaccins. Donc le patient peut arriver, faire une consultation et être vacciné en suivant. On a la possibilité, comme on l'a dit, voilà, de pouvoir vacciner hors les murs, donc c'est-à-dire aller vers les populations. Donc on part directement avec notre camping-car et on va voir des photos juste après sur des sites où on sait qu'il y a des populations à risque pour pouvoir vacciner directement sur place. Donc on prend les vaccins avec nous, donc on peut administrer les vaccins directement dans le camping-car. On se fie aux recommandations, les recommandations qui bougent bien sûr d'une année sur l'autre en fonction des épidémies, en fonction des publics, en fonction des populations. Et comme je l'ai dit, ben voilà, on a un accès qui est gratuit et qui est immédiat. Donc ça facilite énormément l'accès. Donc en plus d'avoir cet accès gratuit immédiat, maintenant on a des effecteurs supplémentaires à la vaccination. Donc on espère voilà, pouvoir élargir les couvertures et ça se fait déjà. Et la dynamique est appris et on est sur de bonnes dynamiques pour avoir des taux de couverture vaccinale qui soient tout à fait voilà, efficace pour arrêter la propagation de ces virus. Voilà, donc juste pour illustrer un petit peu mon propos, voici quelques images voilà, de nos actions en Cégide, donc que ça soit sur place avec nos fameux frigos qui contiennent les vaccins et hors les murs dans ce magnifique camping-car qui est notre super outil de travail et qui nous permet de recevoir aussi les populations dans des conditions qui sont très agréable et de proposer à la fois la vaccination, le dépistage, le fibroscan, le GeneXpert, enfin voilà, tous les outils qui permettent de faire de la prévention vers les populations. Voilà, donc si vous avez des structures qui souhaitent favoriser leur action mobile hors les murs, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des questions pour la coordination de tout ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Charles pour la partie pharmacie. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis pharmacien d'officine sur Toulouse. Et donc, donc, on fait aussi de la vaccination en libéral depuis ce fameux décret. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est formation ou autre, comme Marilyn l'a très bien expliqué. Et on va plus se concentrer, en fait, sur notre quotidien, que ce soit pharmacien ou infirmier libéraux. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut se faire vacciner en ville, campagne? Dans les pharmacies. Maintenant, on n'est pas loin des 100% de pharmacies qui ont au moins un pharmacien formé à vacciner, à prescrire la vaccination. On peut aussi dans les cabinets infirmiers. Et pour les infirmiers, eux peuvent se déplacer à l'officine, à domicile, pardon. Les pharmaciens ne le peuvent pas, c'est exclusivement en officine, sauf cas particulier quand il y a des actions en structure coordonnée, type maison de santé pluriprofessionnelle ou CPTS, Comité professionnel des territoires de santé, où là, le pharmacien peut agir. Par exemple, nous, on le fait chaque année au collège-lycée qui sont pas loin pour faire la vaccination HPV. Donc là, j'avais été rappelé, c'était à partir de 11 ans qu'on peut le faire en ville. L'avantage, c'est que ça peut être avec ou sans rendez-vous jusqu'à 7 jours sur 7 en fonction des professionnels. Donc, par rapport aux infirmiers, en fait, c'est plutôt sur rendez-vous, soit au cabinet, soit à domicile. Et eux travaillent 7 jours sur 7. Majoritairement, quand on n'est pas de garde, sur les pharmacies, on est là du lundi au samedi. C'est rare que ça soit sur rendez-vous, sauf peut-être pour des vaccins particuliers. Mais de manière générale, vous venez et on peut faire la vaccination directement. Donc la vaccination en pharmacie se fait dans un espace de confidentialité avec des normes qui sont faites justement pour recevoir le patient, qui soit le plus étendu et qu'on puisse le vacciner dans les bonnes conditions d'hygiène.
Voilà. Et donc les vaccins, ils sont majoritairement disponibles à l'officine directement pour quasiment tous les vaccins, sauf certains un peu particuliers. Et si vraiment on avait pour un vaccin, c'est déjà arrivé sur une hépatite B quand on a eu plusieurs personnes à vacciner par rapport à un usage professionnel, à une formation professionnelle, on les a maximum à nouveau en stock sous 12 heures. Et même si c'est le matin, on les a pour l'après-midi. Donc, on a vraiment des temps très courts pour récupérer les vaccins, sauf s'il y a des ruptures. Ce qui est devenu plus rare, c'est arrivé il y a 3-4 ans, un petit peu avant la pandémie. Et maintenant, en termes de disponibilité pour les vaccins, c'est très, 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 très rare qu'il y ait des ruptures. Pour les vaccins d'hépatite A et hépatite B, il y a des conditions de délivrance un peu plus peut-être précises ou différentes des Cégid. Donc nous, à l'officine, on va avoir pour l'hépatite B, l'Ingérix et l'HBvax Pro, et pour l'hépatite A de disponible, l'Avrixvacta, et j'ai oublié la vaccine dans ma diapositive. Tous les prescripteurs en ville qui peuvent prescrire le vaccin, donc ça va être tout type de médecins, infirmiers, pharmaciens formés à la prescription de vaccins, et les sages-femmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, quelquefois, on a des patients en discutant où c'est arrivé pour faire un vaccin d'hépatite B ou d'hépatite A, où on a fait directement la prescription et enchaîné avec le vaccin derrière. Alors, en termes de remboursement, c'est un petit peu plus particulier. Donc, pour les hépatites A et B, c'est remboursé, ça peut être remboursé, pardon, c'est pas remboursé, ça peut être remboursé à 65% par le régime obligatoire, ce sont toutes les caisses d'assurance maladie, et à 35%, soit par le patient, soit par un régime complémentaire, donc s'il a une mutuelle, et que ses droits sont ouverts, bien sûr. Dans les cas suivants, surtout pour l'hépatite A, c'est pris en charge à 5% chez les patients atteints de mucoviscidose et patients atteints d'hépatopathie chronique active. Chez l'hépatite B, ça va être tout adulte ou tout enfant, puisque comme ça représente le calendrier vaccinal, ben, nous pouvons faire en fait un rattrapage qui aurait pu possiblement être oublié. Mais ça veut dire que, par exemple, pour la vaccination des voyageurs en hépatite, pour l'hépatite A, ça ne sera absolument pas pris en charge en officine. Donc à ce moment-là, nous, souvent, on les redirige vers les centres de vaccination ou les Cégid, puisqu'en fait, là-bas, il y a une prise en charge possible. Voilà. Et après, une dernière diapositive où je vous refais un focus, en fait, puisque nous sommes dans le cadre des Semaines nationales de santé sexuelle, sur la délivrance de préservatifs en officine, puisque depuis le 10 décembre 2018, il y a une possibilité de prise en charge des préservatifs à l'officine. Alors, pour patients de tout âge, ça va être sur prescription médicale, remboursé à 60% par l'assurance maladie et 40% soit par le patient, soit par sa mutuelle en régime complémentaire. Pour vous donner une idée de prix, comme le prix est fixé par l'État, une boîte de 12 préservatifs, c'est 2,49 €. Voilà, donc le 40% n'est pas non plus une somme énorme s'il y avait une prescription qui peut être faite par tout médecin ou sage-femme. Voilà. Pour les adultes de 18 à 26 ans, il peut y avoir par contre sans prescription une prise en charge à 100% par l'assurance maladie d'une boîte par jour sur présentation de la carte vitale. C'est-à-dire qu'ils viennent avec la carte vitale et nous, on a un système particulier de facturation et on peut leur délivrer une boîte de préservatifs. Et chez les mineurs, il y a aussi cette prise en charge, mais qui est faite de manière anonyme, comme pour les pilules contraceptives ou pour certaines pilules. Et donc, ils peuvent venir en pharmacie et récupérer directement une boîte de préservatifs. Donc c'est vrai que nous, depuis que c'est arrivé, ça nous permet aussi d'avoir surtout avec les mineurs, ben, un premier discours envers, envers pourquoi est-ce que c'est important de se protéger lorsque l'on a des rapports et les risques justement de transmission du IST, notamment des virus de l'hépatite. Et donc on a plusieurs types de préservatifs pris en charge. On a les classiques en latex ou en taille XL et des sans latex. Voilà, je laisserai si vous avez des questions ou peut-être si le professeur Perron fait la conclusion, je lui laisse la parole. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc, je vais conclure. Donc, on a fait une conclusion commune, bien sûr. Pour l'hépatite A, on rappelle qu'il faut vacciner les personnes HSH, qu'il faut vacciner sans sérologie préalable les cas contacts des patients et que le vaccin est remboursé à 65%, mais peut être distribué gratuitement, notamment dans les Cégid. Pour le B, le rappel, c'est qu'on vaccine les enfants tôt dans leur vie. Mais il faut également vacciner les personnes qui ont des relations sexuelles avec des partenaires multiples s'ils n'ont pas été vaccinés avant.
et toute personne qui a une IST ou un antécédent d'IST s'il n'y a pas eu de vaccin avant. Et le point essentiel de la présentation, c'est la possibilité par les infirmières et les pharmaciens de prescrire la vaccination et de réaliser la vaccination. Donc, chez les personnes de plus de 11 ans, il faut avoir fait la formation qualifiante, avec ou sans rendez-vous. Le plus souvent en pharmacie, c'est sans rendez-vous, donc c'est quand même assez pratique. Et donc, il n'y a pas besoin d'ordonnance médicale. C'est le pharmacien ou l'infirmier qui fait l'ordonnance. Donc, c'est vraiment un élargissement intéressant des possibilités de vaccination de nos patients. Merci. Alors, nous n'avons pas de questions pour l'instant qui sont remontées. Moi, j'ai une question. Oui. Une question pour Charles Desgaras. Le remboursement de l'hépatite B. Donc, on a vu l'hépatite A, c'est 65%, avec ensuite le reste, c'est la mutuelle, ou alors il faut se débrouiller, aller dans un CJ. L'hépatite B, il y a un remboursement ou... Oui, tout à fait. Là, le remboursement était pour les deux du même principe que l'hépatite A en 65-35. Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Alors, il y avait une question sur le remboursement en pharmacie pour les vaccins. Si un patient a une mutuelle, il est remboursé par la sécurité sociale et 35% par la mutuelle, a priori. Oui, tout à fait. Donc, en Voilà, fait, donc à ce au moment-là, la final, vaccination, elle est prise en charge pour toute personne ayant une mutuelle si elle est dans les indications précisées par l'assurance maladie. Alors, sur l'hépatite B, on peut jouer sur beaucoup de choses. Du fait que maintenant, donc, les nouveau-nés, c'est l'hépatite B maintenant inclus chez tous nos nouveaux jeunes, même ceux maintenant qui ont déjà 6 ans ou 7 ans, puisque c'est fait dès la naissance, alors qu'avant, on avait le choix entre les deux. Pour les personnes adultes, on peut justifier d'un rattrapage, et là, c'est pris en charge pour l'hépatite B en plus, alors que pour l'hépatite A, ça va être limité en ville de manière générale, donc en pharmacie, puisque c'est là où on les délivre, euh, pour les patients atteints de mucoviscidose et atteints d'hépatopathie chronique active. C'est-à-dire que je d'accord. reprends mon exemple le plus simple, Je un vais le patient remettre peut-être. qui a- Hop, qui a, voilà, le patient qui vient parce qu'il part dans un pays autre, c'est pas du tout pris en charge en officine d'accord. parce que c'est pas dans les indications. Là où on peut jouer aussi, même si c'est pas compté dans les indications de prise en charge, c'est si c'est une personne qui peut avoir qui a une possibilité de rapport à risque. C'est-à-dire Oui, que si l'assurance maladie le regarde, on pourra toujours le justifier. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair ou pas. j'espère que c'est clair pour la personne qui a posé la question. En tout cas, pour moi, c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cadre spécifique pour la prise en charge, hein, c'est ça? Oui, Voilà, tout à fait. en conclusion. Euh, D'accord, très c'est- bien. Si je peux me permettre de rajouter Oui, bien quelque chose, sûr. en fait, c'est les recommandations vaccinales qui sont établies par l'HAS qui, en fait, et puis ensuite avec l'accord d'un comité voilà, par rapport au remboursement, qui établissent les indications au remboursement des vaccins. Voilà, D'accord. et c'est des indications et des remboursements qui peuvent changer d'une année sur l'autre en fonction des risques, en fonction voilà, des populations qu'il faut aller protéger. Et pour revenir juste sur l'hépatite A, la vaccination hépatite A dans le cadre des voyages, dans le cadre des voyages, que ça soit dans une structure ou en pharmacie, de toute façon, c'est un vaccin qui sera payant pour le patient. Même sur les Ok. centres de vaccination Même sur les internationaux, centres. D'accord. voilà, Ouais. c'est payant. Voilà, c'est dans le cadre d'un voyage, donc c'est une vaccination qui est payante. Merci pour Voilà. ces précisions. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont peut-être arriver. C'était plutôt Donc, quand clair pour tu dis celle-ci. que c'est payant, tu veux dire c'est les 35% qui restent qui sont payants. Non, la totalité du vaccin, Qualité. D'accord. mm, dans le cadre des Pour les, voyages. pour D'accord. l'hépatite A, dans le cadre des voyages, c'est la totalité, hein? Voilà, C'est ça. d'accord. Ben, je ne vois pas arriver d'autres questions. Donc, je vous remercie. Je laisse apparaître le QR code pour les participants qui ont suivi le webinaire. Et je vous remercie pour vraiment avoir synthétisé toutes ces informations assez complexes. À Merci bientôt beaucoup. et Merci à merci à vous. vous.